Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. Dans le cadre de cette émission, nous diffusons les témoignages fournis par les archives départementales. Ceci est la deuxième partie de l'enregistrement de Jacques Cadalen, réalisé le 22 juin 2009. Parole de résistants et déportés en Dordogne. Jacques Cadalen, le 22 juin 2009, à Creys. Et c'est ensuite que vous êtes parti sur le front de Royan, c'est oui. Alors on est reparti sur le front de Royan, et c'est là donc que l'on a notre commandant de compagnie, qui avait lui la radio. Nous, on n'avait pas de radio, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait rien. Mais enfin, notre commandant de compagnie a entendu le général de Lattre de Tassigny qui, depuis l'Alsace, demandait aux résistants qui le pouvaient de rejoindre la première armée française pour participer à l'offensive de printemps. On était encore à 5 mois de l'offensive de printemps. Mais notre commandant de compagnie a aussitôt posé sa candidature. Il a été retenu. Et donc, on est parti pour Brive. On est arrivé à Brive le 3 janvier 1945. Et le 3 février... faut que je calcule. Oui, alors, ensuite, on est parti pour le Doubs, se reformer en régiment, vraiment recevoir des armes. Puis, on est parti le 3 février pour l'Alsace. Et on a participé à la libération des derniers villages alsaciens. Borzheim, Runo, Markolsheim. Voilà. Et puis ensuite, ça a été la garde le long du Rhin. Et le 2 février... le 2 avril, on a pris les camions. Et on a passé par Strasbourg. On est rentré en Allemagne le 2 avril 1945. Le 4 avril, on a rejoint le Rhin à pied. Et puis en arrivant au bord du Rhin, on a monté dans les canaux d'assaut. On a franchi le Rhin 12 par bateau. Mais il y en a qui l'avaient franchi dans la nuit. Alors nous, on est arrivé de l'autre côté du Rhin. Il y avait des Français tués, des soldats allemands tués. Mais alors on a progressé là, jusqu'à Karlsruhe. Donc le 4 avril, on est arrivé à Karlsruhe. Et le 5 avril, on nous a demandé de progresser jusqu'à Roupour. Mais on était arrivé à Roupour le 5 avril dans l'après-midi, on devait y passer la nuit, mais dans la soirée, on nous a dit qu'il fallait progresser jusqu'à Ettlingen. Donc le 5, on est arrivé à Ettlingen, le 6 à Ettlingen-Voyères. C'est là qu'on a eu notre premier tué. On était en contact direct avec les Allemands, là, on était les premiers. Vous avez indiqué être allé à Brive depuis Royan, ça s'était passé depuis Royan, vous êtes parti? Non, mais depuis Royan, on n'est pas allé directement à Brive. On est venu à Creys, là, où il y avait des baraquements de vide, des baraquements qui avaient été construits pour les ouvriers qui avaient été mobilisés en 40. Et ces baraquements étant vides, on logeait 40 par bâtiment en attendant de partir pour Périgueux. Périgueux, on a passé la visite médicale d'incorporation. De Périgueux, on est parti à Brive. Et de Brive, après, dans le Doubs. Donc est-ce que c'était le 126e régiment d'infanterie auquel vous apparteniez? Oui, attends. Je m'ai enregistré tout à l'heure. Alors, j'avais préparé. Quand nous sommes arrivés à Brive, tous les résistants de la Dordogne ont été incorporés au 1er bataillon. Nous étions environ 900. Et sur les 6 compagnies de ce bataillon, 3 compagnies étaient commandées par des résistants de Dordogne Sud. Voilà. Et c'est de Brive alors que nous sommes partis alors pour le Doubs et ensuite pour l'Alsace. Je reviens un tout petit peu en arrière sur le front de Royan. Vous y êtes resté combien de temps, approximativement? Depuis la libération de Bordeaux, donc le 29 août, jusqu'au mois de décembre, le 1er décembre peut-être, oui. Vous avez un souvenir particulier des combats qui ont eu lieu? Est-ce que c'était violent? Comment est-ce que ça se passait à Royan?
Non, mais à Royan, c'était le calme complet. Les Allemands étaient contents de s'être retranchés là, et nous, on n'avait pas les moyens de les attaquer. Donc, ils ont été attaqués que plus tard, après notre départ. Non. Mais nous, là, on n'a même pas vu un Allemand, quoi. Non, les Allemands, si. Un jour, il y a eu un accrochage, puisque les Allemands étaient venus chercher des vaches dans le secteur où nous étions, et il y en a qui étaient avancés dans ce secteur, et qui ont pu tirer sur les Allemands, mais bon, quels furent les dégâts, on n'en sait rien, quoi. Et oui, parce que les Allemands, il fallait bien qu'ils se soignent, alors ils prenaient les vaches dans les prés, puis pour eux. Donc c'était en quelque sorte une guerre de position, quoi. Oui. Vous observiez. Voilà, on ne s'observait même pas. Les Allemands étaient contents d'être tranquilles et nous, on ne pouvait pas les attaquer. On n'avait pas de moyens, nous. Qu'est-ce qu'on avait? Quelques fusils, quelques mitraillettes, quelques canons qu'on avait volés aux Allemands, mais je ne sais même pas s'ils marchaient. Alors, de temps à autre, les Allemands, depuis Royan, nous envoyaient quelques obus dessus. Mais une fois, ils avaient tué une vache. Puis c'est tout. Non. Donc vous n'étiez pas très très bien équipés, si je comprends bien. Ah non, mais là, on n'était pas équipés pour les attaquer. Ah non. Nous, l'équipement qu'on avait, c'est celui qu'on avait reçu dans les parachutages, juste pour faire quelques accrochages sur les routes, c'est tout, quoi. C'est tout. Et on avait un peu de matériel quand même que l'armée avait caché en 1942, lorsque l'armée fut dissoute. À Bergerac, il y avait le 26e régiment d'infanterie, dont un bataillon était commandé par le capitaine Santraille. Et le capitaine Santraille, c'était donc l'armée d'active. Il avait réussi à cacher pas mal d'armements dans des fermes. Mais, l'armée étant dissoute, le capitaine Santraille était reparti dans son domicile, qui était les Pyrénées-Orientales, le village à la frontière avec l'Espagne. Et quand il y a eu le débarquement, le capitaine Santraille est revenu vite en Bergeracois pour former son groupe alors avec des militaires avec qui il avait gardé le contact. Le groupe du capitaine Santraille s'appelait le bataillon Joseph, de son prénom. Et ensuite, donc vous êtes parti en Allemagne, et là vous avez continué les combats en Allemagne, après Royan. Oui, après Royan. Est-ce que vous étiez mieux équipé en Allemagne? Ah oui, mais en Allemagne, on avait de l'armement complet, comme mitrailleuse, mortier, mitraillette, et puis moi j'avais une mitraillette, j'étais chef de groupe. Oui, mais après, non, mais on était vraiment, vraiment bien équipés, bien armés, oui. Je reviens un tout petit peu en arrière sur la période de résistance. Est-ce que vous avez eu connaissance de sabotage ou est-ce que vous-même vous avez participé à des sabotages? Personnellement, je n'ai pas parlé de sabotage, mais les sabotages qui sont cités dans le livre Messages personnels, les plus importants ont été célébrés à la Polerie. Le novembre 1943, destruction de la station de pompage. 27 mars 1944, destruction de 400 litres d'éther. 16 avril 1944, destruction de 200 tonnes de poudre. 29 avril 1944, destruction de 100 tonnes de poudre. 13 mai 1944, destruction de 400 tonnes de poudre. D'ailleurs, le directeur de la Polerie, l'ingénieur en chef Charles Garot, arrêté par les Allemands, succomba en captivité. Son successeur, M. Felvé, fut sur le point d'être arrêté lui aussi. Donc, après ces sabotages de poudre, on peut également parler de sabotage de 2 wagons de poudre à Gardonne. Ces wagons de poudre, les Allemands avaient exigé qu'ils soient accrochés derrière un train de voyageurs pour ne pas risquer d'être sabotés. Mais les cheminots avertirent la résistance. La résistance met au courant le commandant Pinson, chef de la résistance au secteur ouest de Bergerac. Et le commandant Pinson attendit le train un peu après Gardonne. Le commandant Pinson était aidé par le lieutenant Colic. Tous les deux disposaient d'explosifs extrêmement précis qu'ils avaient reçus dans les parachutages. Ils posèrent donc leurs explosifs sur la voie ferrée. Et lorsque les wagons de voyageurs avaient passé, ils firent exploser la voie ferrée. Les 2 wagons de poudre se couchèrent sur la voie ferrée. Donc à ce moment-là, les Allemands exigèrent que le maire de Gardonne, qui était un résistant, recrute assez d'hommes pour recharger la poudre dans de nouveaux wagons. Le premier jour, ces hommes avaient rechargé un wagon
Il fallait revenir le lendemain. Donc le lendemain, des résistants de Sainte-Foy-la-Grande, Port Sainte-Foy, sont arrivés avec une brouette, sur la brouette, un baricot de vin. Et ils ont fait boire les soldats allemands qui étaient chargés de surveiller le rechargement des wagons de poudre. Et les résistants qui rechargeaient la poudre ont mis à l'intérieur des wagons des explosifs qui explosèrent par la suite sur le chemin. Parce que les Allemands, pour éviter que les 2 wagons de poudre soient sabotés en même temps, avaient fait partir un wagon de poudre vers l'ouest et l'autre vers le buisson. Et les 2 wagons de poudre furent détruits. Alors, comme autre sabotage, on peut parler du sabotage du bureau de la LVF à Bergerac. Le bureau de la LVF à Bergerac fut saboté par le corps Franc-Louis, groupe de résistance de Saint-Pierre-d'Ayrault. Donc, c'était le bureau qui recrutait les volontaires français pour aller sur le front russe. Et les résistants donc arrosèrent la cave avec un bidon d'essence, ils mirent le feu et les archives brûlèrent, si bien que ceux qui tenaient ce bureau eurent peur et fermèrent définitivement le bureau. Attends. Un autre sabotage important qui fut exécuté par le corps franc du capitaine d'Agréou, sous les ordres de l'adjudant Boissière, se glissa dans le camp d'aviation et fit sauter 35 000 litres d'essence. Voilà. Sabotage intéressant également, le sabotage des locomotives. Et pour bien faire comprendre aux Allemands et aux collaborateurs que la résistance était bien organisée, le sabotage eut lieu dans la même nuit, dans la gare d'Aimé, du Buisson et de Bergerac. Alors, l'attentat était dirigé au Buisson par Gardet, à Bergerac par Pinson et à Aimé par Alessandri. Et est-ce que vous avez eu connaissance, à l'époque où vous étiez dans le Bergeracois, de l'existence de Soleil et des groupes de Soleil? Non. Enfin, il faut bien quand même se revoir. Dans l'époque que c'était, j'étais un petit résistant. Et nous, alors... Attends. Donc, j'ai entendu parler de Soleil. Nous étions le groupe de résistance du canton de la Force avec Pinson et nous avons reçu l'ordre de nous retirer dans le Sarladé le 19 juin. Attends, je ne me trompe pas moi. 19 juin. Et alors que nous étions en Meyral, un jour que nous allions au PC de Pinson pour qu'il nous envoie en mission dans le secteur du Bugue, nous avions la surprise en arrivant au PC de Pinson de voir une quinzaine de résistants dans la rue. Et un des nôtres, l'Espagnol José, était en train de le café où Pinson avait son bureau. Eu la surprise de voir un lieutenant du groupe Soleil en grande conversation avec Pinson. Alors José, cet Espagnol, est venu à notre rencontre dans la rue. Il nous a dit « Prenez vos armes, ils sont en train d'arrêter le commandant Pinson ». À ce moment-là, donc, nous sommes mis autour de ce soi-disant lieutenant Soleil et nous l'avons empêché d'arrêter le commandant Pinson. Faut être précis. Vous savez pourquoi il voulait arrêter Pinson? Oui, il voulait arrêter le commandant Pinson parce que, d'après Soleil, Pinson était venu s'installer dans son secteur géographique. Alors que le secteur géographique de Meyral, Marquet et tous ces secteurs, ça appartenait à la résistance d'Ordonne Sud, dont le chef était Loupias et non pas Soleil. Soleil n'avait absolument rien à voir chez nous. On ne savait pas d'où sortait cet homme et c'était pénible pour nous de voir un homme dont on ne savait même pas d'où il venait, venir arrêter le commandant Pinson qui était un héros de la résistance. Vous avez parlé de Loupias. Est-ce que vous l'avez connu personnellement, cet homme? Non, je n'ai pas connu Loupias, mais je connaissais, si vous voulez, indirectement, parce que mon frère, qui était un des responsables de la résistance à Saint-Pierre-d'Ayrault, avait eu plusieurs fois la visite de Loupias. Il avait même assisté à certains parachutages avec Loupias. Oui, alors, un parachutage dont on aurait parlé, c'est le parachutage au Bourg-d'Abrun. Le premier parachutage avait eu lieu en Dordogne. Quelle était la question? On parlait du premier parachutage. Le premier parachutage d'armes eut lieu dans la propriété du commandant Pinson le 12 août 1943.
Ensuite, il y a eu un deuxième parachutage qui a eu lieu par accident au bourg d'Abrun. Oui, à l'heure où devaient passer les messages personnels, l'électricité avait été coupée. Le commandant Pinson avait un poste à AQ, mais le temps de le brancher, les messages avaient passé. Il n'avait donc pas entendu le message destiné à notre secteur. Mais comme l'avion qui venait depuis l'Angleterre devait remonter la Dordogne, compter les ponts, et après tant de ponts, c'était la propriété du commandant Pinson. Donc le commandant Pinson, qui était au lit et qui se méfiait, a entendu l'avion qui arrivait, qui tournait au-dessus de lui. Très vite, il prit son vélo pour aller au terrain de parachutage, mais l'avion avait été donc faire un grand crochet. Mais le temps qu'il revienne, Pinson était au bourg d'Abrun. Il fit donc les signaux avec sa lampe. L'avion largua ses parachutes qui tombèrent sur la route au carrefour de bourg d'Abrun. Heureusement, il y avait le couvre-feu, donc il n'y avait pas de voiture qui passait. Le commandant Pinson donc, a très vite averti à mon frère qui était à 3 km de là, et demanda à mon frère de trouver quelqu'un qui aurait une camionnette pour charger ses conteneurs. Mon frère a réveillé le monsieur Pigeon, qui était un jardinier, qui avait une camionnette, qui avait droit à quelques litres d'essence. Mais Pigeon n'était au courant de rien jusque-là. Donc mon frère, en pleine nuit, le mit au courant et lui dit « Allez, viens avec ta camionnette ». Et Pigeon a donc pris sa camionnette, il a dit « Mon frère, monte dans ma camionnette et on y va ». Et le matin, tout avait été dégagé sur la route. Mais alors, les gendarmes furent avertis qu'il y avait eu quelque chose dans la nuit. Ils vinrent donc faire une enquête. Ils allèrent questionner une femme et un homme qui se trouvaient là, dans une maison à côté. Cet homme et cette femme réparaient les casseroles ou les toupines cassées. Et ils avaient très bonne langue. Mais le soir du parachutage, quand tout avait été déblayé, Loupias, qui avait été averti, avait été les avertir. Si quand les gendarmes viennent d'enquêter chez vous, vous dites quelque chose, je reviendrai avec ça et je m'occuperai de vous. Et ça, c'était son revolver. Si bien que quand les gendarmes sont revenus, ils ont demandé aux gens s'ils avaient entendu quelque chose et la dame a inventé une histoire, elle a dit « M'en parlez pas, mon mari était malade depuis plusieurs nuits, je dormais pas du tout la nuit et cette nuit-là, mon mari dormait très bien, j'ai donc dormi toute la nuit, j'ai rien entendu. » Et vous avez assisté à des parachutages? Vous en avez vu? Non, je me suis trouvé pendant 15 jours à côté d'un terrain de parachutage quand j'étais dans la clandestinité. J'étais camouflé pendant 15 jours chez Dezon, à côté du terrain de parachutage qui était chez Siom. Mais pendant la période où je me trouvais dans cette maison, il n'y a pas eu de parachutage. Alors, je reviens alors un peu plus tard à l'Allemagne. Vous êtes parti donc de Brive. Et quel a été votre parcours en Allemagne? Vous pouvez nous en parler? Oui, c'était, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous sommes arrivés en Alsace le 3 février. Nous avons participé à la libération des derniers villages d'Alsace, Bolsheim, Wolfsheim, Markolsheim, Rhino, puis la gare de long du Rhin. Le 2 avril, nous avons pénétré en Allemagne au nord de Strasbourg. Et le 4 avril, nous avons franchi le Rhin en canot d'assaut. Et à partir de ce moment-là, nous avons conquis le territoire allemand, en passant d'abord par Karlsruhe, le 4 avril, Ruppur, le 5, Edlingen et Dienvoyer, le 6 et le 7, Mugesturm, le 11 avril, le 12, Rastatt, et le 13, Baden-Baden. La bataille la plus rude que l'on a livrée, c'était pour Rastatt, puisqu'à Rastatt, nous étions arrivés donc le 12 avril au matin aux portes de Rastatt. Les unités avancées de notre bataillon attaquaient par l'ouest, mais ne pouvant pas pénétrer. Notre chef de bataillon nous donnait l'ordre de contourner la ville de Rastatt pour attaquer par le sud. Nous passions par Rohenthal et arrivés à Rastatt, il y avait une rivière à franchir. Pour la franchir, il fallait traverser la rivière Mourgue. Les Allemands, ayant prévu notre attaque, avaient fait sauter les ponts. Donc il n'y aurait plus qu'une solution, sauter la rivière, franchir la rivière à pied. Et en arrivant de l'autre côté de la rivière, quelle joie pour nous, nous étions dans Rastatt. Mais là, nous attendait quelque chose de nouveau, les combats de rue. Combats de rue qui allaient opposer les résistants du Périgord aux soldats SS. Et les combats de rue tournaient rapidement à notre avantage. Nous étions les maîtres de Rastatt. La défense allemande ne fit pas long feu. Nous avions plus de 400 prisonniers regroupés sur la place au centre de Rastatt.
Et en fin d'après-midi, notre commandant de compagnie, résistant de Dordogne Sud, demandait à notre groupe de conduire 200 prisonniers allemands dans une salle des fêtes pour qu'ils y passent la nuit. Au moment de démarrer, nous nous rendions compte dans notre groupe de prisonniers allemands, il y avait un général allemand. Et ces Allemands que nous avons vus se promener à Bergerac en toute fierté, nous ne voulions pas les laisser marcher en pagaille dans les rues de Rastatt. Nous allons les faire marcher au pas cadencé. Et le général allemand, comme les autres, marchait au pas cadencé sous le commandement d'un Bergeracois résistant de Dordogne Sud. Et alors que nous nous occupions de nos prisonniers, notre chef de bataillon ordonnait à 4 de ses soldats d'aller prendre position dans Baden-Baden. Et sur les 4 premiers soldats des armées alliées à prendre position dans Baden-Baden, se trouvaient 3 résistants de Dordogne Sud. Et alors que nous faisons les prisonniers allemands par centaines, nos camarades de la résistance qui étaient restés sur le front de l'Atlantique faisaient les prisonniers allemands par milliers. Au total, 27 000 soldats allemands qui furent faits prisonniers par les résistants. Voilà. Vous étiez de l'équipe qui est partie vers Baden-Baden ? Non, l'équipe qui est partie vers Baden-Baden, il y avait 4 soldats, 1 de Dordogne Nord et 3 de Dordogne Sud, Boucher, le sergent qui était chef de groupe, Prévost, Boucher est mort l'an dernier, Prévost est mort cette année, et il y avait également Fournier de la Lende. Et est-ce que l'expérience que vous avez acquise dans la résistance en Dordogne vous a été utile pour les combats que vous avez connus en Allemagne ? Pas tellement, non, puisque j'étais agent de liaison dans la résistance. Alors je me promenais à bicyclette. Les mains dans les poches, si on peut dire. Et vous aviez une responsabilité en Allemagne ? Quel était votre grade et votre fonction ? J'étais chef du premier groupe de combat du régiment. Premier groupe de la première section de la première compagnie du premier bataillon de 126e régiment d'infanterie. Et vous aviez reçu une instruction militaire pour mener cela ? Aucune instruction militaire. Non, c'était notre bonne volonté, puis voilà. Et je suis fier quand même, j'ai eu 2 blessés dans mon groupe, mais je n'ai pas eu de mort. Ça m'aurait ennuyé si j'avais eu un mort de ma faute. Alors comment est-ce que vous avez fait pour combattre de votre mieux ? Quelle est l'expérience qui vous a été le plus utile pour éviter qu'il y ait des morts ? Je faisais comme si c'était pour moi, non. Puis, non, c'était simple, hein. On agissait à notre conscience. Sans expérience, mais on avait la conscience tranquille, quoi. Est-ce que votre expérience de paysan en Dordogne a pu vous être utile, c'est-à-dire la connaissance du terrain, l'aspect rude des marches, est-ce que tout ça a pu influer ? Non, je pense que tout a compté. J'étais paysan, mais j'étais aussi sportif. Il fallait se défendre quand on était sportif. Puis j'étais arrière. Il fallait se défendre et puis faire passer la balle aux attaquants. Et donc là, c'était pareil. Quand on avançait en Allemagne, on cherchait à défendre et permettre à ceux qui étaient derrière nous d'attaquer. Et la population allemande, quel sentiment elle avait envers vous ? Il y avait une antipathie particulière ou c'était rien de particulier ? Non, on peut se remercier des soldats de la population allemande, car bien souvent même quand on avançait, ils venaient nous porter à boire au bord de la route. Mais on refusait toujours, de peur qu'eux. Alors on aimait mieux rentrer dans la maison, se servir. Mais à ce sujet, je peux dire que la plus belle récolte que l'on ait fait, c'était à Baden-Baden. Nous étions à Baden-Baden, il y avait déjà 1 mois que nous étions en occupation, et un jour, on m'a demandé d'aller avec mon groupe à l'Europa-Cherhof, hôtel de l'Europe. Il y avait un officier français et un officier des services secrets français qui voulait aller dans la cave, mais il ne voulait pas y aller tout seul. Il voulait être accompagné par un homme en armes. Alors j'y suis allé. J'ai accompagné ces 2 officiers avec ma mitraillette. Et au bout d'un moment, on se promenait dans le sous-sol de cet hôtel de l'Europe, l'Europa-Cherhof. L'officier du 2e bureau m'a dit, voyez, ce mur est fait de frais. C'était dans un grand sous-sol de 40 mètres de long. Et il y avait un mur qui avait été fait de frais. Donc ces 2 officiers m'ont dit, on reviendra demain, mais d'ici demain, cassez ce mur qu'on va casser derrière. Et ce mur, c'était un faux mur qui avait été fait à 3 mètres du vrai mur. Donc entre le vrai mur et le faux mur, il y avait un couloir de 3 mètres de large sur 40 mètres de long.
Et dans ce couloir, à gauche, il y avait des bouteilles de vin, à droite des bouteilles de vin, et au milieu de rangées de bouteilles de vin. Et du vin qui avait été apporté pour nous, pour qu'on puisse faire la fête quand on arriverait en Allemagne. Parce qu'il y avait du champagne, du vin de Bordeaux. Alors on a considéré que ce vin était pour nous, et mes camarades Joseph qui étaient dans la rue, on les a avertis, tous ceux du bataillon, tout le monde est venu se servir. Et il y avait même des sacs de sucre de 100 kilos chacun, il y avait 8 ou 9, je me rappelle. Voilà. Et il y avait aussi des raves en conserve. Mais les raves, on n'y a pas touché. Et Pinson, qu'est-il devenu? Est-ce qu'il vous a suivi en Allemagne? Ah mais non, attends. Donc, qui était chef de la résistance du canton de la Force, s'était replié dans le Sarladais. Et un jour, je crois que c'était le 7 juillet, le commandant Paquette est venu lui demander de faire preuve d'autorité dans certains cantons de Bergeracois, les cantons de Sigoulès et les cantons d'Issy-Jacques. Mais pour prendre son commandement, il devait aller voir d'autres personnalités de la résistance le 9 juillet. Donc, il a été voir ces personnalités de la résistance et en revenant, il a trouvé sur sa route une chenillette allemande. Alors son motard, qui était Garcia, a voulu tourner dans un chemin, mais les Allemands leur ont tiré dessus et puis tous les deux ont été blessés. Alors Pinson, lui, avait une balle dans une cuisse, il a voulu se sauver. Il a été rejoint par les Allemands qui l'ont achevé sur place. Et le motard Garcia, lui alors, s'est rendu, mais il a été fusillé par la suite. Alors je reviens à Baden-Baden. Vous y êtes resté combien de temps? Baden-Baden, nous sommes restés 1 mois. Mais ensuite, nous avons été à Forbach, en Forêt-Noire, allemande. Parce qu'il y a un Forbach en France, non, mais c'est un Forbach en Allemagne. Et alors là, il fallait monter la garde 2 jours comme de nuit, parce qu'il y avait des soldats allemands qui étaient partis dans les forêts, comme nous, on avait fait dans le maquis. Oui, mais alors là, ça fut très intéressant pour nous, parce qu'il y avait des biches et des chevrettes dans les bois, et tous les jours, j'avais des hommes de mon groupe qui allaient à la chasse, tous les jours, ils en ramenaient 2 ou 3. Alors, on logeait dans une maison allemande à l'extérieur du village, on donnait une part de biche aux Allemands, et les Allemands faisaient la cuisine pour tout le monde. C'était le début de la collaboration. Et finalement, est-ce que ça vous a pas troublé de vous retrouver face à des Allemands qui résistaient dans la forêt comme vous l'avez fait en Dordogne finalement? Oui. Non, mais les Allemands ne résistaient pas dans la forêt noire, puisque les chasseurs de mon groupe qui allaient chasser les biches, un jour on trouvait 2 soldats allemands dans la forêt noire, mais ils se sont rendus de suite. Ah non. Il n'y avait plus de résistance là? Non, c'était fini. C'était le grand calme. Et vous êtes resté jusqu'à votre démobilisation? Mais on est resté environ 2 mois, puis ensuite on est revenu à Baden-Baden. Et de Baden-Baden, alors j'étais venu en permission et je savais que ceux qui avaient fait plus de 2 ans de service pouvaient être démobilisés. J'ai donc demandé à être démobilisé et je suis revenu chez moi. À quelle période vous êtes revenu chez vous? Vous en avez le souvenir? Je suis revenu chez moi le 12 novembre. 1945? 45, oui. Mais j'avais 1 mois de permission libérable. Et qu'est-ce que vous avez fait à votre retour en Dordogne? C'est-à-dire, avant de revenir, d'être démobilisé, l'adjoint à mon chef de bataillon, le capitaine Vial, m'avait conseillé d'aller à un peloton de sous-officiers. Mais j'ai dit au capitaine Vial, moi, je ne vais pas continuer dans l'armée. Là, ça ne me servait à rien de passer sergent. Ce que je veux, c'est revenir chez moi et les labourer avec mes chevaux. Et c'est ce que j'ai fait dès que je suis revenu chez moi. Je l'ai labouré avec mes chevaux. Vous avez repris la ferme familiale, c'est ça? Oui, avec mes frères et mes sœurs. Oui. Vous avez retrouvé votre autre frère qui était dans la résistance aussi? Oui, mon frère dans la résistance n'avait pas continué par la suite. Il avait été résistant jusqu'à Bordeaux, la libération de Bordeaux. D'ailleurs, quand on a eu un tué là, aux allées de Tourny, lui, il a essayé d'arroser les miliciens qui nous tiraient dessus. Mais mon frère avait 17 ans de plus que moi. C'est-à-dire quand j'avais 21 ans, donc lui en avait 38. Il était pensionné de la guerre de 39-45 et il avait laissé sa femme toute seule chez lui avec 2 enfants de 14 et 15 ans. Donc dès qu'on a eu libéré Bordeaux, il est revenu chez lui. Et après la résistance, il a été élu adjoint au maire pendant plusieurs années successives. Et donc vous retrouvez la propriété familiale, mais qui est-ce qui s'en était occupé le temps de la guerre?
C'est-à-dire le temps de la guerre. Donc on revient en 1939. 1939, j'ai 2 frères qui avaient été mobilisés. Mais on restait 3 frères à la maison et 2 belles-sœurs et une sœur. Donc pendant tout, alors en 39-40, j'avais 2 frères mobilisés, mais nous on s'est débrouillés à faire marcher la ferme. Et ensuite, quand mes frères sont revenus à la guerre 39-40, c'est moi qui suis parti à la résistance, mais eux ils ont fait marcher la ferme comme si j'étais pas là. Et à votre retour, vous n'aviez plus votre mère, c'est cela? Vous étiez orphelin. Oui, ma mère était morte donc le 2 février 44, donc on l'a enterrée le 4 février. C'est après l'enterrement de ma mère que je suis rentré dans la résistance. Propriété familiale, vous avez exploité cette propriété en famille? Oui, en famille. C'est-à-dire nous étions 8 dans la famille, et nous avions chacun un 8e. Et le temps que j'avais fait la guerre, j'avais quand même eu droit à mon 8e. Et jusqu'à votre retraite, vous avez continué à exploiter cette ferme? Non, attends, là j'étais au Grand Codou, la ferme avant le Grand Leclerc à la Cavaille. Mais en 1953, je me suis marié. Et en 1958, je suis venu ici à Creys. Alors, à Creys, dans la ferme de La Nove, située un peu après le Carrefour. Ou un peu avant, suivant comment on vient. Et là, quelle activité vous avez entrepris? J'ai continué les cultures comme faisait mon prédécesseur, du tabac, du blé et du maïs. Mais en 1965, j'ai pensé qu'il fallait faire quelques cultures spéciales, alors je me suis mis à planter les asperges. Et pour moi, ça a été une réussite totale. Car les asperges dans ce sable poussent très bien, sont très bonnes. Et j'avais une réputation formidable. D'ailleurs, les gens qui venaient, il n'y avait pas besoin de leur dire de revenir. S'ils les avaient goûtés, ils revenaient. Et c'est en plantant donc ces griffes d'asperges que j'ai trouvé des silex taillés de l'époque mérovingienne. J'ai une collection extrêmement riche. Oui, je crois même que vous êtes donc considéré comme l'inventeur d'un site archéologique, c'est cela? Oui, j'ai un compte rendu d'un grand spécialiste, Monsieur Fitt, qui me donne le titre d'inventeur du site. J'ai trouvé aussi une poterie et un morceau de mâchoire de mammouth. Et également le cadavre d'un mérovingien dans son sarcophage. Voilà. Merci, Monsieur Cadalen. Attends. C'était Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. La prochaine partie de cette émission sera diffusée la semaine prochaine.